On est entré dans cette phase de campagne pour la présidentielle. C'est l'occasion de revenir donc sur cet ouvrage qui est paru en juin ou en mai dernier, je crois, avec l'un de ses auteurs, La démocratie autrement, l'art de gouverner avec le citoyen. Bonjour Franck Escoubès. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de la société Bluenove, spécialisée en intelligence collective massive et en démocratie participative. Et vous avez publié donc cet essai avec Gilles Proriol, qui est lui le fondateur de Cognito, une société de conseil et d'analyse des démarches participatives et collaboratives. Donc on a compris pour vous la clé de la nouvelle démocratie, c'est gouverner avec le citoyen. Vous appelez à un renouveau de l'engagement, justement, citoyen en politique pour cette présidentielle 2022. Mais je dirais, on n'a sans doute jamais eu autant d'outils à notre disposition, nous les citoyens, pour porter notre voix, débattre et exprimer nos opinions. Est-ce qu'on peut parler vraiment de démobilisation politique aujourd'hui en France et même dans le monde ? Oui, fondamentalement, je pense que les formes de mobilisation, en tout cas, ont énormément évolué et se sont fragmentées. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en pleine campagne présidentielle et on a tous les candidats qui vivent, me semble-t-il, sur le mythe du citoyen électeur qui attendrait d'opter pour tel ou tel candidat à la dernière minute avec cette zone autour des indécis. Mais il n'y a pas de démobilisation, on n'a jamais autant parlé de politique. Enfin, encore là, ce week-end, on attend un mouvement national des routiers qui se calque d'ailleurs sur ce qui s'est fait au Canada, le convoi des libertés, pour être entendu, pour porter des messages auprès des politiques. Donc les citoyens sont très mobilisés, et notamment à travers les réseaux sociaux, ils savent mieux s'organiser. Alors, il y a d'abord une frange de la population qui est objectivement en pleine démobilisation, c'est-à-dire une France qui décroche, qui est en sécession de la politique et qui, d'une certaine manière, lâche l'affaire, c'est-à-dire considère que, comme on est très mal représenté par le régime représentatif ou le système représentatif actuel, la politique, ça ne vaut plus le coup, je me désengage de cette préoccupation. C'est-à-dire pour vous, il y a une différence entre la mobilisation dans la rue, qu'on a pu voir aussi avec les Gilets jaunes, et la mobilisation politique. Bien sûr, parce que tout le monde d'abord n'est pas descendu dans la rue. Il y a notamment une frange importante des jeunes qui disent aujourd'hui, dans les enquêtes, qu'ils sont en désengagement. Il y a une enquête qui vient de sortir, publiée par l'Institut Montaigne, qui fait la démonstration qu'environ 25% des jeunes aujourd'hui sont totalement désengagés de la politique. Donc c'est une frange de la population conséquente. Il faut donc se poser la question de savoir comment les réengager. Ensuite, on a des citoyens qui s'engagent différemment, en effet, oui. Avec ce qu'on appelle aujourd'hui le citoyen surveillant, le citoyen vigile ou vigilant, celui qui va observer, évaluer, être lanceur d'alerte, exprimer un contrôle sur la vie parlementaire ou le travail parlementaire. Donc ça, c'est une nouvelle génération de citoyens qui sont engagés avec un rôle d'observateur actif. Oui. Et puis vous avez, dernier cas de figure, des citoyens encore plus engagés, mais en dehors des partis politiques et en dehors des configurations classiques de la vie démocratique, qui vont être beaucoup plus interventionnistes. Le dernier exemple en date étant la primaire populaire, où vous avez des citoyens qui disent « non, on va faire notre propre primaire parallèlement aux primaires officielles des différents partis, parce qu'on n'a plus confiance dans le système représentatif classique ». Donc on ne peut pas dire que ces citoyens-là sont des citoyens électeurs classiques. Ils n'attendent pas gentiment d'être convaincus par un candidat ou par un autre au travers d'une réforme ou d'un projet qui serait miraculeusement donc on est d'accord pour dire qu'il y a vraiment un mouvement prêt à s'engager, en tout cas citoyen et des citoyens proactifs, vous l'avez dit. Mais vous faites aussi constat d'une crise de la liberté d'expression. Et là aussi, ça interroge, parce qu'on se dit, mais on a tout le loisir d'exprimer nos opinions aujourd'hui. Alors, la liberté d'expression, elle est indissociable du médium que l'on utilise. Le médium est le message, comme on le sait depuis des décennies. Et ce n'est pas au sein d'un média que j'expliquerai ça. Et quand on a aujourd'hui comme quasi exclusif moyen d'expression les réseaux sociaux, qui n'ont pas été conçus pour être une tribune du débat public, une tribune du débat politique, eh bien, on vit avec les limites intrinsèques
de ces médias. Donc la liberté d'expression, elle est complètement corrélée aux outils qu'on utilise. Quand vous voyez combien Twitter est même dénaturé dans ses usages, parce que dès lors qu'il s'agit d'exprimer un tout petit bout d'argumentation ou de nuance, on dénature l'usage de Twitter en tweetant à répétition sur un fil, on voit bien que les outils ne sont pas à la hauteur. Donc, et vous parlez de polarisation, en fait, qui fait que le dialogue n'est plus possible. En fait, c'est une fausse liberté d'expression, c'est ça ? C'est une liberté d'expression sauvage, c'est-à-dire qui s'exprime tous azimuts et dans une culture, en effet, qui est une culture de l'instantanéité, une culture du clash, une culture de l'insulte et de l'offense, et qui ne peut pas être l'espace d'expression idéal pour un débat public. C'est la raison pour laquelle il faut inventer un espace qui soit caractérisé pour le débat public et notamment un espace digital. Ce qui veut dire que gouverner aujourd'hui à l'ère du numérique, ce ne serait pas réagir à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non, c'est avoir en effet d'abord une relation un peu différente à l'information. On parle dans le livre de cette notion de crise cognitive, en disant que le citoyen est aujourd'hui dans une quasi-impossibilité de formuler un argumentaire politique face à des grandes questions de société, tout simplement parce que l'information, même si elle est partout, oui. Elle est en réalité nulle part. C'est-à-dire qu'elle est nulle part dans toute sa cohérence, dans toute sa complexité et dans toute sa nuance. Donc c'est très difficile aujourd'hui pour un citoyen de s'informer correctement. C'est la raison pour laquelle, dans la Convention citoyenne pour le climat, sur quasiment 10 mois de Convention citoyenne, on en a passé 8 ou 9 à former les citoyens. Donc on voit bien le déficit de départ, d'une certaine manière. Donc il y a un vrai sujet qui consiste à réinventer l'accès à l'information. Les médias ont un rôle à jouer, les réseaux sociaux doivent se réinventer totalement, ou peut-être pas se réinventer, mais tolérer qu'il y ait d'autres espaces d'expression en parallèle. Et puis la question d'Internet est effectivement un peu problématique. On touche à ce sujet dans le livre en disant que le primat d'un seul et unique moteur de recherche aujourd'hui, qui est le moteur de recherche de Google, pose question. Alors vous appelez justement à la création d'un web politique, mais qui serait très différent en fait du web d'aujourd'hui. Donc qui serait beaucoup plus souverain, c'est-à-dire qu'on pourrait y trouver des technologies françaises, européennes, qui nous permettraient d'organiser une nouvelle forme de débat démocratique. À quoi ça ressemblerait ? Oui, on pose la question dans le livre de cette idée de faire émerger en France une filière d'excellence autour du débat public et singulièrement du débat digital, de la démocratie digitale, en disant que pour qu'un vrai débat public... C'est une démocratie digitale ralentie et frugale. Oui, ralenti parce qu'il faut du temps pour débattre. On a observé notamment au travers d'une multitude d'enquêtes que le débat ne fait pas changer d'avis la plupart du temps. Ce qui fait changer d'avis, c'est le temps. Donc il faut jouer avec ces temporalités, c'est-à-dire considérer qu'un grand débat national sur 2 mois n'a pas grand sens. Parce qu'on ne convertit pas, on ne change pas d'opinion sur des temps aussi courts. Ce qui fait changer d'opinion, c'est une confrontation continue, un certain nombre d'arguments contraires. Et au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans, on peut peut-être éventuellement changer d'avis. Donc il faut en effet dilater les temps de débat et permettre l'expression de ce débat sur un espace digital qui soit conçu pour ça, c'est-à-dire avec des technologies qui pourraient être des technologies souveraines, qui seraient des technologies de traitement automatisé du langage, de représentation, de cartographie des différents consensus et controverses. Ce sont des technologies qui aujourd'hui existent en bribes. Est-ce qu'on les a, oui, ces outils ? Voilà. On en est encore à un stade un petit peu exploratoire sur ces outils, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait donner un coup de booster à ces technologies qui pourraient devenir des technologies françaises ou européennes et être les pièces fondamentales d'un web politique à inventer. Ce seraient des briques technologiques qui pourraient ressembler à ce qu'on retrouve chez Wikipédia, parce que vous le citez un peu comme une référence, un exemple de ce qui a pu fonctionner en matière de collaboration citoyenne, avec aussi, vous pointez du doigt quelques limites.
Oui, parce que le modèle Wikipédia, c'est évidemment le modèle de référence systématique. C'était une véritable innovation en 2001 quand la plateforme est née. Je pense que c'était... Et c'est un succès. Et c'est un succès. C'est une vraie réussite. Ça a été un succès un peu plus fort dans les 2000 que ça ne l'est aujourd'hui. On a quand même une désaffection aujourd'hui des contributeurs, des rédacteurs de Wikipédia. Ce ne sont que quelques dizaines de milliers de personnes qui alimentent l'ensemble des millions d'entrées dans l'encyclopédie. Donc il faut relativiser la massivité de l'intelligence collective à l'œuvre et de l'engagement. Mais ce que l'on dit, c'est que Wikipédia a fait son œuvre et a surtout été un formidable benchmark, une référence incontournable, mais qu'aujourd'hui, les technologies sont bien supérieures à celles de l'écriture collaborative telle que Wikipédia peut l'offrir. Qu'il y a d'autres manières de faire, qu'il y a des technologies de reconnaissance sémantique, d'extraction d'idées rares, de choses qui permettent aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin que simplement de co-rédiger sur une page web un contenu partagé. Bon, alors, si vous voulez avoir davantage l'impression de pouvoir agir dans la démocratie, je vous invite à lire cet essai, cet ouvrage de Franck Escoubès et Gilles Proriol, La démocratie autrement, l'art de gouverner avec le citoyen. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure de notre talk. On va s'intéresser maintenant à la multiplication, la démultiplication, j'ai envie de dire, des crypto-monnaies.